remercie encore une fois. Voilà, c'est bon, c'est ça, on peut démarrer. Donc, je peux commencer. Voilà. Donc, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, au nom des membres du comité des projets de master, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Eva Gerda Rodriguez. Madame Rodriguez, permettez-moi d'emblée de vous exprimer ma profonde reconnaissance car vous avez accepté d'animer ce séminaire. Je voudrais vous remercier de votre acte de générosité car malgré vos préoccupations, vous vous êtes rendu disponible pour assurer ce séminaire qui porte sur la méthodologie du mémoire de master. Ce séminaire s'avère d'une importance considérable pour les masterants. Vous savez, nos étudiants francophones par excellence ont vraiment du mérite, car ils se battent tous les jours pour leurs études. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelles conditions ils mènent leurs recherches. C'est vraiment désolant, car la situation au Liban se dégrade de jour en jour. Il n'y a pas de courant, pas de générateur, pas d'Internet, pas d'essence et presque pas de salaire. Toutefois, nous n'avons pas à nous plaindre, puisqu'il nous reste cette soif et cette détermination pour l'apprentissage, la culture et l'instruction. Ces masterants sont très ambitieux. Ils aspirent tous à la préparation d'un mémoire, mais ils sont confrontés à un problème majeur en préparant leur projet. Comment concevoir la méthodologie de leur mémoire de master? Comment établir le cadrage théorique, formuler la problématique, préparer les hypothèses, etc. Telles sont leurs préoccupations et leurs soucis qui parfois déroutent le bon avancement de leur mémoire. Madame Rodriguez, vous êtes avec nous aujourd'hui afin de répondre à toutes ces questions. Mais avant de vous céder la parole, permettez-moi de vous présenter. Donc, vous êtes avant tout une didacticienne, chercheuse, professeure d'anglais. Vous enseignez la didactique des langues à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et à l'INALCO. L'anglais de spécialité et l'anglais LANSAD, donc je m'explique, c'est les langues pour spécialistes d'autres disciplines. À l'Université de Paris, à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes depuis 2021 l'unique responsable de l'UE d'anglais pour spécialistes des sciences sociales en licence à l'Université de Paris. Vous étiez ingénieur pédagogique multimédia au Perle. Donc, en fait, c'est le pôle d'élaboration des ressources linguistiques de la Sorbonne Paris-Cité. Et c'est grâce au deuxième colloque organisé à Paris par le Perle, ayant comme titre « Entre présence et distance, enseigner et apprendre les langues à l'université à l'ère numérique » que nous avons fait connaissance en 2019, juste avant la pandémie. Le bon vieux temps. Donc, vous avez occupé le même poste, c'est-à-dire ingénieur pédagogique, mais cette fois-ci en travaillant sur divers projets de coopération internationale en éducation en Inde et au Kenya. Vos thèmes de recherche se focalisent sur la didactique de l'anglais LANSAD, l'utilisation des TIS pour l'apprentissage de l'anglais en contexte universitaire et les TIS comme appui à l'éducation dans les pays du Sud. J'aimerais bien aussi signaler, si vous le permettez, que vous êtes en lutte pour la défense de tous les services publics et les emplois et des conditions d'embauche dignes. Vous êtes contre la précarisation accrue et la marchandisation de l'éducation. Madame Rodriguez, je vous donne la parole pendant 1 heure. Après, je consacre 20 à 30 minutes aux étudiants qui souhaitent vous poser des questions. Donc, je précise qu'au bout de 1h30, vous êtes obligé de faire court. Donc, voilà, je vous donne la parole. Je vous remercie encore une fois. Madame Rodriguez, à vous la parole. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, oui, effectivement, j'espère pouvoir répondre à toutes les questions que vous auriez. Alors, tout d'abord, je voudrais vous féliciter effectivement pour la situation et les conditions de recherche dans lesquelles vous êtes. Bon, moi, je ne sais pas si Claudia, bon, j'ai travaillé au Burundi sur un projet justement pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation, en sachant que c'est un pays qui n'avait pas d'électricité, qui avait un taux d'électrification de 4%. Donc, bon, je peux imaginer les conditions. Effectivement, j'ai vécu au Kenya, j'ai vécu en Inde et je sais que c'est des pays où je sais ce que c'est, je veux dire, de vivre sans électricité, avec l'électricité qui se coupe.
chose dont effectivement nous n'avons absolument pas idée en France, Internet qui se coupe également. Donc je ne peux que compatir à votre situation et vous souhaiter qu'elle s'améliore. Voilà, en tout cas, C'est bien gentil de votre part, merci beaucoup. si Merci aujourd'hui, pour votre compassion, en fait. oui, bah oui, mais parce que je l'ai vécu et je vais pas rester encore très longtemps à Paris, donc je vais probablement retourner dans un lieu qui sera comme ça. Mais je voudrais dire que je pense malgré tout que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est effectivement dans notre cœur. Donc les personnes, les interactions, et effectivement, la pandémie nous a beaucoup empêché ces interactions. Mais effectivement, comme l'essentiel est dans notre cœur et qu'on ne peut pas nous le couper, bah, on l'a encore et on peut effectivement continuer à, Certainement. à s'entraider, Certainement. à aider. Et voilà. Il Alors, faut que vous veniez chez nous alors au Liban. peut-être que j'aurai une C'est prochaine vrai? mission. Il faudrait que D'accord, j'améliore ben, un ça peu. sera avec grand plaisir. Faudra que j'améliore mon arabe. Alors, j'ai vécu en Palestine un temps, hein. J'ai vécu aussi Ah, en d'accord. Palestine, oui. Je sais que le Liban est un pays très valeureux qui accueille beaucoup de monde, de réfugiés en Palestine, de Palestine justement. C'est vrai. Voilà, donc vous étiez très aimés en tout cas des Palestiniennes et des Palestiniens en tant que pays. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à la méthodologie de la rédaction du mémoire, c'est que ça me fait très plaisir si je peux contribuer à vous aider. Parce que comme moi, j'avais fait mes études à distance, j'étais très embêtée avec ça. Je n'avais aucune méthodologie et mon premier mémoire que j'ai fait, c'était une véritable galère. J'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je lisais, mais ça ne m'aidait pas. Et je pensais que si quelqu'un, à l'époque, donc il n'y avait pas toutes ces méthodes de procédé, mais j'avais pensé que si quelqu'un avait pu m'aider en me parlant, en m'expliquant, ça aurait pu vraiment m'orienter. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des techniques d'enquête, je ne comprenais rien à pourquoi il fallait utiliser de la théorie, etc. Alors, je ne sais pas si en vous faisant cette séance qui est le résultat qui est très inspirée en fait de mes questionnements personnels et de mon désarroi hein, pendant que j'étais, donc à ce moment-là, j'habitais au Kenya. Et j'étais allée en Palestine pour faire un mémoire, mais ça n'avait pas fonctionné parce qu'on avait changé à la dernière minute les choses. Et puis, c'était tombé pendant la période de Ramadan, donc il n'y avait pas cours en fait. Donc, j'ai fait mon mémoire au Kenya et c'était une vraie galère. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Donc là, j'espère vous répondre par rapport à mon parcours personnel et à mes interrogations. Cela dit, je sais aussi que ça peut être une porte, un petit début, mais qu'après, l'expérience de chacune et de chacun se fait vraiment en faisant le mémoire, en fait. C'est comme ça Tout qu'on à apprend fait. à faire un Tout mémoire. à fait. Voilà. Alors, comment je fais pour passer à la diapo suivante? Ok, ça marche pas. Alors, ça, c'est bizarre. Voilà, la technologie, on sait que c'est formidable quand ça fonctionne et heureusement que je suis ingénieure parce que sinon, on pourrait vraiment s'inquiéter. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être être obligée de l'utiliser comme ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu encombrant aussi, encombré même. C'est pas grave, hein. Le- L'important, c'est qu'on voit bien, là. pourquoi Ça ça me fait ça? Voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça c'est un peu mieux, mais je m'excuse. Je m'excuse. Normalement, j'arrive à le faire marcher. C'est vrai que j'utilise pas Zoom. Enfin, j'utilise pas Google Doc avec Zoom, mais c'est parce que j'ai mis une petite vidéo. Et sinon, ça allait être beaucoup plus compliqué avec si j'avais utilisé PowerPoint, tout simplement. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un mémoire? Pourquoi faire un travail de recherche? Pourquoi et pourquoi? C'est-à-dire, dans quel but? Voilà. Alors, là, je vous ai mis la page de garde d'un mémoire que j'ai fait, le seul que j'ai fait qui concerne le français langue étrangère. Celui-là, je l'ai réalisé sans utiliser de méthode d'enquête. Donc, c'est un mémoire sur corpus. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez feuilleter un mémoire.
Voilà, donc là-dedans, j'ai analysé la numérisation du manuel scolaire du Burundi. C'était mon travail au Burundi, à l'UNICEF. Et en fait, bah oui, voilà, c'est un mémoire sur une recherche que j'ai faite en tant qu'ingénieur pédagogique. Alors, c'est quoi un mémoire? Eh ben, un mémoire, c'est tout simplement un compte-rendu d'expérience, c'est-à-dire quelque chose qu'on écrit pour mémoire. Alors ici, il faut comprendre le mot expérience dans son sens large, c'est-à-dire, ça peut être une expérience de situation de classe, donc vous êtes enseignante, etc. Ça peut être une expérience d'enseignement à distance, vous suivez un cours à distance ou vous prenez un cours, vous prenez un cours à distance et vous l'observez. Donc, vous pouvez écrire un mémoire depuis une posture d'enseignante, depuis une posture d'étudiante, depuis n'importe quelle posture. Vous pouvez aussi l'écrire depuis une expérience de lectrice ou de lecteur, hein, à partir d'une expérience davantage théorique. Voilà. Finalement, c'est quoi un mémoire? Ma définition à moi, toute simple, c'est une personne a rencontré une situation pédagogique et a tenté tout simplement de mieux la comprendre. Voilà. Et donc, le résultat de son évolution, de sa compréhension, elle l'a structuré selon une forme académique pour mémoire afin que d'autres personnes puissent la consulter. Voilà. À mon avis, c'est ça un mémoire. C'est un compte-rendu d'expérience d'une expérience qui a cherché à mieux comprendre une situation. Moi, on m'avait beaucoup effrayée avec les histoires de problématiques, avec les histoires de questions de recherche, avec les histoires de problèmes. Alors, c'est pour ça que je ne les emploie pas. Je dis simplement, un mémoire, c'est un compte-rendu d'une situation qu'on a rencontrée et qu'on a voulu mieux comprendre. Voilà. Alors, je vais vous proposer des exemples, 3 exemples concrets de situations qu'on voudrait mieux comprendre. Par exemple, moi, donc là, je parle en tant qu'enseignante, d'accord? Les situations que je propose sont des situations d'enseignante. J'aurais pu proposer des situations d'étudiante. Alors, je ne sais pas à quel public je m'adresse. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont étudiantes, je peux vous proposer des situations à mieux comprendre depuis ce point de vue. Si parmi vous, vous avez déjà des expériences d'enseignement, alors là, il y a beaucoup de choses que vous pourriez utiliser. Alors moi, en tout cas, ici, les cas que je vous propose sont des cas de situations que j'ai voulu mieux comprendre en tant qu'enseignante. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, on a eu des grèves, beaucoup de grèves, et aussi, on a eu la Covid. Moi, j'ai voulu, ça faisait longtemps que je voulais changer le système d'évaluation, puisque nos étudiantes d'anglais faisaient un devoir sur table manuscrit en temps limité dans un amphithéâtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle un partiel. Et moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette manière d'évaluer nos étudiantes parce qu'en fait, déjà, je trouvais qu'elle ne leur apportait rien. Je pensais qu'une évaluation pouvait être une situation d'apprentissage aussi, donc je n'étais pas d'accord avec cet aspect-là. Je trouvais qu'elle servait seulement à évaluer et à rien d'autre. Et je voulais que la situation puisse leur enseigner quelque chose. Donc, je n'étais pas d'accord avec ça. Et la deuxième chose pour laquelle je n'étais pas d'accord, c'est parce que je ne voyais aucune situation dans la vie réelle où on écrirait à la main au XXIe siècle en France. Donc, je me suis dit, si on doit écrire quelque chose aujourd'hui, on le fait à l'ordinateur. L'ordinateur nous aide, donc je vais changer le système d'évaluation. Et j'ai demandé aux étudiants, non pas de venir à la fac, mais de faire depuis leur maison, depuis leur domicile, une rédaction exactement comme celle qui se faisait sur table avant, sur leur ordinateur en temps limité. Et mes étudiantes pouvaient utiliser tous les documents qu'elles souhaitaient sur Internet, les cours, tout. Voilà. Donc, j'ai changé 2 choses. J'ai changé la manière de procéder, c'est-à-dire l'écriture manuscrite sans
dans un amphithéâtre et la manière la possibilité de consulter les documents. On aurait pu faire un devoir à l'ordinateur sans autoriser la consultation de documents. On aurait pu les faire venir à l'amphithéâtre, surveiller que personne n'avait Internet, mais ce n'est pas ça que j'ai fait. J'ai voulu que mes étudiantes et mes étudiants travaillent en conditions réelles. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, j'ai dit que c'était pour que je voulais que l'évaluation ne soit pas simplement une évaluation. Je voulais qu'elle leur apporte quelque chose, qu'elle les aide à mieux apprendre. Donc, ma question, vous voyez ici, hein, ma question de recherche, c'est une question toute simple d'enseignante. Je veux seulement savoir si cette évaluation a été plus profitable que celle qu'ils avaient avant. Voilà, c'est tout. Vous voyez ici, je n'ai pas employé le mot problème, problématique, des choses comme ça qui m'ont fait très peur. Je voulais juste savoir ça. Je voulais juste savoir si ça les avait aidés plus que l'ancien format. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour savoir ça, on peut demander à deux, trois étudiants leur avis, mais on sait que si on demande à 2-3 étudiantes, ce sera seulement leur avis. Je n'aurai pas un avis qui représente l'ensemble de ma classe de 160 étudiantes en L3. Donc, pour obtenir une réponse qui soit le plus fidèle possible à l'ensemble de la classe, je vais avoir recours à une enquête. On appelle ça une enquête. Alors, ça ressemble un peu aux enquêtes policières. C'est une enquête de recherche et je vais tout simplement poser la question aux étudiantes et ensuite analyser leurs réponses. Alors, je vais obtenir des réponses. Évidemment, il y a des gens qui ne vont pas vouloir répondre à ma question. Bon, on ne peut pas leur mettre un couteau sous la gorge et leur dire de répondre. Même si on leur mettait un couteau sous la gorge, on ne sait pas trop l'intérêt que ça aurait. Donc, ma recherche, elle va être un peu plus représentative de la classe, mais en fait, elle est surtout représentative des répondantes et des répondants. Donc, je vais obtenir des réponses et je vais observer des récurrences. C'est-à-dire qu'on va me dire des choses, on va me dire oui, ça m'a aidé pour telle raison ou non, ça ne m'a pas aidé. Et je vais ensuite classer les réponses. Voilà. Donc, voilà un exemple de situation. Une question pédagogique. J'ai changé le système d'évaluation. Est-ce que ça vous aide plus ou pas et pourquoi? Je pose la question à l'ensemble de la classe avec un questionnaire et on me répond. Alors évidemment, c'est très facile à faire maintenant. C'était beaucoup plus difficile il y a quelques années où on avait des questionnaires qui se remplissaient sur papier. Là, c'était simplement, on devait cliquer sur un lien et écrire une petite réponse. Voilà. Donc, j'ai eu pas mal de répondantes et de répondants. Sans compter que ce sont des étudiants de sociologie et en sociologie, en sciences sociales, on fait en permanence des enquêtes. Donc, on est plutôt partante et partant pour répondre aux enquêtes des autres. Voilà. Alors, je vais vous donner un second exemple. Ça, c'est un exemple d'une vraie situation sur laquelle on est en train d'enquêter actuellement. Donc ça, c'est une situation à la Sorbonne Nouvelle. J'ai mis avec Madame Tardieu, avec Claire Tardieu, qui est la directrice de l'UE, un système d'entraide pour les exposés. Voilà. Nous avons fait travailler les exposés en binôme à partir d'une grille d'évaluation que nous leur avons donnée à l'avance. Et on veut savoir si cette technique les a aidés. Alors, voilà, c'est la même chose que pour la question précédente. Je commence par demander à 2-3 étudiantes leur avis, mais cet avis est seulement leur avis. Donc, si je veux obtenir une réponse plus fidèle à l'ensemble de la classe qui a utilisé la grille d'évaluation et qui s'est entraînée en binôme, je vais faire une enquête. Je vais tout simplement poser la question aux étudiantes et analyser leurs réponses. Mais je ne vais pas faire que ça. Parce que si je fais ça, elles vont me donner des réponses, certes, mais
ces réponses correspondront seulement à leur perception. Donc, je vais faire autre chose en plus. Je vais leur demander d'enregistrer leur travail avec le binôme, la binôme, et je vais ensuite enregistrer leur présentation finale et je vais voir s'il y a des choses qui ont été corrigées. Est-ce que les deux présentations diffèrent? En quoi? Ensuite, je vais répertorier, par exemple, les erreurs ou les changements et je vais les classer. Je vais obtenir un tableau qui va me permettre de voir s'il y a moins d'erreurs. Et comme je leur ai posé la question sur un petit questionnaire, je leur ai posé la question, je vais avoir les enregistrements, les données issues de ces enregistrements, donc les tableaux que je vais construire, et les réponses. Voilà. Donc là, j'aurai accès aux perceptions des étudiantes et à leur production. Voilà, on va passer au troisième exemple maintenant. Alors, troisième exemple, ah oui, alors, la recherche que dont je viens de parler, c'est une recherche en cours. Et l'exemple 3, là, que je mets, c'est une idée qui m'est venue cette semaine parce que je mets en place avec mes étudiantes d'anglais un système d'écriture de script pour les exposer. C'est-à-dire que je leur dis d'écrire un script et je les aide ensuite avec le script. Je relis leur script, je les fais venir à côté de moi et je les corrige. Et je leur explique leurs erreurs. Alors, en faisant cela, donc ça a eu lieu toute cette semaine, tous mes groupes d'étudiants à l'Université de Paris ont fait ça. Et je m'aperçois qu'il y a des scripts dans le même groupe avec un niveau égal qui ont beaucoup plus d'erreurs que d'autres. Donc, ma question c'est, attends, ces personnes ont le même niveau, elles sont à peu près aussi sérieuses les unes que les autres, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une différence dans la manière de travailler? J'en profite pour dire qu'une compétence, on va dire, essentielle dans la recherche, c'est la capacité à s'étonner de tout. Tout doit nous étonner, il n'y a rien qui est évident. Alors, ça rappelle un peu que la science, elle se fait à partir d'observations très simples. Newton qui est assis, une pomme tombe, il s'étonne. Pourquoi la pomme tombe? Pourquoi elle va vers le bas? Archimède qui prend son bain et voilà, hop, poussée d'Archimède. Il se rend compte que l'eau, il ne se noie pas, alors qu'il a observé partout ailleurs, sans l'avoir théorisé comme Newton, que les choses tombaient. Et là, il voit que l'eau le remonte à la surface. Voilà, donc ce type d'étonnement est très important. Donc là, mon étonnement, il était assez simple aussi. Je me demande, c'est bizarre, il y a quand même d'importantes différences, d'importantes, parce que les corrections, elles sont visibles. Les scripts sont placés les uns à la suite des autres. Je vois des scripts avec plein de corrections et les scripts sans rien. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la manière de travailler? Pareil, je commence par demander aux étudiantes qui sont à côté de moi leur avis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais c'est seulement leur avis et leur réponse. Donc, pour obtenir une réponse qui soit le plus fidèle possible à l'ensemble de la classe, je vais faire une enquête. Je vais poser la question aux étudiantes de la promotion, de la classe, enfin de ce que je veux, et analyser et classer leurs réponses. Mais je vais aussi analyser leur production, c'est-à-dire leurs travaux. Donc, en l'occurrence, les scripts, c'est comme dans l'autre question. Et voir, donc voir, ça veut dire relever, compter, classer leurs erreurs pour pouvoir dire s'il y en a plus ou moins, pour pouvoir dire si une méthode est plus efficace qu'une autre. Je vais obtenir des tableaux avec leurs erreurs qui indiquent une différence en termes de qualité. Et comme les étudiantes vont m'avoir répondu par rapport à leur manière de travailler,
Je vais ensuite classer les manières de travailler et voir si une manière de travailler donne plus de réponses erronées, plus d'erreurs, produit plus d'erreurs dans les scripts qu'une autre. Et je ne vais pas m'arrêter là. Grâce à mon enquête, je pourrais conseiller une meilleure manière de travailler aux étudiantes et aux étudiants. De même, dans l'exemple numéro 1, une fois que j'ai vu les réponses des étudiantes par rapport à ma manière d'évaluer, qui est donc n'est plus sur table, mais sur ordinateur avec documents autorisés, je vais pouvoir prendre une décision pédagogique. Je fais une recherche pour pouvoir aider. Ce n'est pas simplement pour qu'on la lise. Voilà. Quand on fait ça, ça s'appelle une recherche action ou une recherche intervention. C'est-à-dire que le but de cette recherche, c'est de changer des choses. C'est d'aider mieux les étudiantes et les étudiants. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si peut-être vous avez des questions déjà, parce que si peut-être je parle trop longtemps, vous allez peut-être que c'est mieux de faire des pauses au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions? Madame Eva, je préfère garder les questions à la fin si vous le permettez. D'accord, très bien, très bien. Merci. Ok. Alors, comment... Donc, je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse une enquête. Alors, quelles sont les techniques pour répondre à nos questions? Effectivement, on peut faire une enquête, mais on peut aussi analyser des corpus. Alors, c'est quoi un corpus? C'est un ensemble de documents écrits ou oraux. Par exemple, mon premier mémoire était un mémoire sur corpus parce que je ne savais pas enquêter, je n'avais pas appris les techniques d'enquête, donc j'ai fait en fonction de ce que je savais déjà. Donc j'ai tout simplement fait une petite observation du manuel et de mon travail de numérisation interactive pour voir si la numérisation interactive permettait de travailler davantage de compétences que l'autre, et j'ai pu le démontrer. J'ai dit, voilà, si on utilise une numérisation interactive, ça permet ça. Si on utilise une numérisation stricte du manuel, voilà, il n'y a pas vraiment c'est susceptible d'aider moins les étudiants. Et j'ai produit des tableaux avec des chiffres. On aurait pu faire une analyse de corpus autrement, mais là, je n'ai pas d'exemple en tête. Parce qu'en fait, la plupart des manuels qui se font à partir de mémoire, se font à partir d'enquêtes. Alors, l'enquête, qui est donc un grand mot, pour une grande méthode, il existe plusieurs techniques d'enquête, en fait. On peut soit faire des entretiens, soit faire un questionnaire, soit observer une situation pédagogique. Alors, l'idéal, en fait, c'est de ne pas faire l'un ou l'autre. L'idéal, c'est de combiner. Mais chaque méthode demande un travail important d'acquisition. En fait, je devrais dire chaque technique. Alors, traditionnellement, chez nous en France, ce ne sont pas les didacticiennes et les didacticiens qui sont formés à ça. Ce sont les sociologues, les chercheurs en sciences sociales. D'ailleurs, les techniques qu'on utilise en didactique sont des techniques empruntées aux sciences sociales. C'est la raison pour laquelle, moi, comme je n'avais pas fait mes études en présentiel, j'avais fait mes études à distance et j'étais très embêtée pour les enquêtes, pour tout ce qui était enquête. Je me suis inscrite à un master de sciences sociales spécialisé dans les techniques d'enquête. Donc pendant 1 an, j'ai fait des entretiens
Pendant 1 an, j'ai élaboré un questionnaire. Bon, l'histoire du questionnaire, elle a duré un peu plus, hein. En réalité, elle a duré 3 ans parce qu'après, j'ai aussi appris à analyser les statistiques, une chose qui n'est pas du tout courante en didactique parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à le faire, en fait. Voilà, mais bon, on peut utiliser un questionnaire sans faire de statistiques. Et j'ai appris à observer aussi. Pendant 1 an, nous avons, fait des devoirs d'observation, voilà. Nous avons aussi fait un stage de terrain, c'est-à-dire qu'on est parti une semaine, enquêter sur une ville. Donc c'est la raison pour laquelle je connais bien ces techniques d'enquête. En tout cas, je les connais, d'une manière différente de celle qui est, pratiquée, dans nos universités en didactique. Puisque ce qu'on enseigne aux didacticiennes et aux didacticiens, c'est la didactique. Et ce qu'on enseigne aux sociologues, c'est les techniques d'enquête. La didactique est déjà une spécialité et elle emprunte les techniques d'enquête aux sciences sociales. Les sciences sociales, elles ont les techniques d'enquête et elles ont aussi des domaines, hein, sociologie du travail, sociologie de la famille. Donc, on peut apprendre des choses, des thématiques comme ça, mais la priorité, c'est d'apprendre à enquêter. En didactique, on apprend beaucoup de choses et quand on est en didactique de langue étrangère, on a en plus de toutes ces choses à apprendre en didactique sur le fonctionnement du cerveau, sur, heu, la sociolinguistique, sur, heu, l'enseignement de la littérature, sur l'enseignement de la grammaire, sur l'enseignement de la phonétique. Quand on a une langue étrangère, en plus, il y a toutes les connaissances de la langue étrangère. C'est la raison pour laquelle très peu d'enseignements techniques d'enquête en didactique chez nous. Voilà. Heu, c'est pas du tout le lieu pour apprendre, à enquêter, voilà. Ce qui fragilise d'ailleurs un peu la discipline et les recherches. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, moi, j'ai trouvé ce que je cherchais, en suivant un enseignement de master. Alors, il faut savoir que dans mon école doctorale, les professeurs de ce master donnaient des petits séminaires, de 2 heures à 8 heures. Bon, la différence entre ma formation et ces séminaires, c'est que dans ma formation, on avait des travaux à rendre, plusieurs travaux à rendre et on était notés et on était formés, alors que dans les séminaires, c'est l'enseignant qui parlait et c'était à nous ensuite de faire, heu, en fonction de ses conseils, mais on n'était pas suivis, vous voyez? Donc en réalité, si l'école doctorale avait, fourni, une formation, aux didacticiennes, elle avait pu fournir une formation, de plus grande ampleur. Elle aurait probablement ressemblé à celle que j'ai obtenue en faisant le master de sciences sociales. Voilà. Alors donc, je vous ai dit tout ça, pourquoi? Parce que je vous dis que c'est un idéal de combiner plusieurs méthodes, mais c'est un idéal. Chaque méthode prend beaucoup de temps à acquérir et on commence petit à petit. On ne peut pas faire un mémoire de master comme si on venait de terminer sa thèse. La thèse, c'est une formation aussi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on a utilisé une seule méthode. Il n'y a pas du tout, à dire que son travail n'est pas bien. Ça n'a pas de rapport. Tout dépend de la manière dont vous avez utilisé cette méthode. Vous pouvez utiliser, 3 techniques, pardon, je devrais dire techniques. 3 techniques mal, ça ne va pas faire, de votre travail un bon travail. Vous pouvez utiliser une technique très bien et faire des analyses très fines et ça va faire un très bon travail. Voilà, donc c'est pas du tout une garantie. Voilà. Ensuite, alors où j'en suis? Voilà. Voilà. Si on n'est pas obligé de combiner et on peut n'utiliser qu'une méthode, alors pourquoi combiner plusieurs méthodes? En réalité, dans cette partie, je vais vous montrer les avantages
de chaque méthode, les avantages. Donc, ce n'est pas pour que vous combiniez, c'est simplement pour montrer les avantages. Alors, voilà, en fait, je pense que chaque méthode permet de répondre à une partie de la question. Mais quand on fait un mémoire, on n'a pas pour ambition de répondre à la totalité de la question. On répond à une partie de la question, depuis un certain angle. Alors, les entretiens, par exemple. L'avantage des entretiens, c'est, donc un entretien, ça veut dire qu'on va poser des questions à une personne qui va nous répondre. Par exemple, ça fait combien de temps que vous étudiez le français? D'accord, ok. Vous avez commencé à quel âge? Quel a été votre contexte d'apprentissage? Voilà. Et la personne, elle vous répond. La personne, elle vous répond, elle peut vous répondre sur des choses qui ont eu lieu bien avant l'enquête, que vous pourriez absolument pas savoir si elle ne vous les racontait pas. Elle vous répond sur sa manière de penser. Elle vous répond sur son ressenti. Je me suis sentie comme ça quand j'ai dû faire l'exposé devant toute la classe. Vous ne pouvez pas savoir comment elle s'est sentie, à moins qu'elle vous le dise. Alors, la beauté de l'entretien, c'est que c'est l'interaction qu'il permet. C'est-à-dire que vous allez penser une chose, votre enquêté va vous répondre et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez lui poser encore des questions parce que votre compréhension, elle se construit au fur et à mesure de l'entretien. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui n'appellent pas l'enquêté, mais informateur, informatrice. Parce que cette personne, elle est en train d'apporter des informations. Et comme elle est en train de vous apporter des informations, vous allez modifier vos questions à mesure que vous comprenez la situation. Voilà. Donc ça, c'est la question. Après, je vous parlerai des problèmes que le questionnaire peut poser, puisque chaque méthode a sa beauté, ses avantages et des choses qui peuvent être perçues comme des inconvénients ou comme des limites. Voilà pour les entretiens. Les questionnaires. Alors, les questionnaires, c'est assez proche quand même de l'entretien, mais la grande différence, c'est que vous posez des questions et vous pensez aux réponses possibles. Ces réponses possibles, on les appelle des modalités de réponse. Ces questions, elles sont fixes. Vous ne pouvez pas les changer et elles ne vont pas s'adapter au fur et à mesure. Si elles s'adaptent au fur et à mesure, on peut, avec des techniques sophistiquées, elles vont s'adapter selon une standardisation. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mener le questionnaire. Vous n'allez pas vraiment être influencé par les réponses qui auront été faites par l'informateur ou l'informatrice, comme dans l'entretien. Le questionnaire, il est fait, il ne va pas changer entre le début de sa passation et la fin de sa passation. Et vos réponses, pour cette raison, elles sont standardisées. Les réponses, elles sont donc préclassées. Donc ça, c'est un avantage pour l'analyse. Alors que les entretiens, il faut s'accrocher pour les analyser parce que chaque personne va répondre différemment et ça va être très, très long à analyser. Ce qui est très long, c'est la conception du questionnaire. Là, c'est très, très long parce qu'en plus, il faut penser aux possibilités de réponse, donc il faut faire des pré-enquêtes. Et après, il faut encore tester son questionnaire, réfléchir dans tous les sens, simplifier au maximum les questions, voir que les questions ne soient pas interprétées différemment, réfléchir à l'ordre des modalités de réponse pour ne pas influencer les réponses. Bon, le questionnaire, c'est une technique très difficile. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que dans ma formation, j'ai mis 3 ans pour le questionnaire. Ouais. 3 ans. Donc, voilà, c'est déjà un premier inconvénient. Après, il y a plusieurs manières de faire des questionnaires. On peut faire des questionnaires beaucoup plus simples, beaucoup plus… voilà, mais ça ne change pas au fait, ça ne change pas que
pour faire un questionnaire, le travail, il est surtout en amont et il est très, très long. Et le travail d'analyse peut être plus court selon qu'on utilise ou non des statistiques et des tris croisés, des choses comme ça. Souvent, les didacticiennes et les didacticiens ne font pas ça. Simplement, obtiennent des réponses quantitatives et c'est tout. Et les didacticiennes et les didacticiens les présentent telles quelles. Elles ne vont pas chercher à savoir qu'est-ce qui a influencé tel type de réponse. On appelle ça, elles ne vont pas chercher à faire des tris croisés, en gros. Elles ne vont pas chercher à expliquer un phénomène. Elles vont simplement chercher à le photographier en termes chiffrés, avec des chiffres, quoi. Donc là, on voit que les entretiens, c'est plutôt du côté de la qualité des choses. On va qualifier les choses. Alors, c'est comme ci, c'est comme ça. Et les questionnaires, on va bien pouvoir quantifier. Parce que vous voyez aussi que les entretiens sont longs à faire, longs à transcrire, il faut prendre rendez-vous. Donc, par exemple, dans un mémoire, on peut faire pour un master 10 entretiens, mais on peut aussi faire un très bon mémoire avec 5 entretiens. Il n'y a pas vraiment de chiffres, en fait. Voilà. Et les questionnaires, il faut beaucoup plus de répondantes, quoi. Moi, par exemple, pour mon mémoire, j'avais 70 répondantes. Vous voyez? Donc, 10 entretiens, 70 répondantes, c'est aussi, il faut trouver les répondants. Voilà, moi, c'était ma promotion, mais bon, voilà. Et la troisième technique, alors celle-là, c'est ma préférée, c'est la plus belle pour moi. Je trouve qu'elle correspond vraiment à la didactique. Elle permet de voir et d'entendre ce qui se passe dans une situation pédagogique. Et la beauté de l'observation, c'est que vous pouvez observer sans qu'on sache que vous êtes en train d'observer. Donc, si vous êtes enseignante et que vous prêtez attention à certaines choses, vous êtes en fait déjà observatrice. Donc, c'est une technique pour moi qui est plutôt naturelle. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, je m'en rends encore plus compte puisque, enfin, elle était, disons, naturelle pour moi, mais il y a beaucoup de choses à apprendre parce que j'ai un cours là, justement, vous avez évoqué mes cours. Mon cours de didactique à l'INALCO, c'est un cours d'observation, justement. Et là, il y a quand même beaucoup de travers que j'ai identifiés chez les étudiantes qui ont tendance à interpréter ce qu'elles voient, ce qu'elles voient. Donc, par exemple, elles voient une personne asiatique qui rentre, elles vont dire c'est un Chinois, alors que cette personne n'a pas donné, n'a pas présenté sa carte d'identité. Donc ça, on ne peut pas le faire. On peut dire une personne à l'apparence asiatique. Elle voit quelqu'un qui est en train de souffler, de regarder sa montre, voilà, de se tourner les pouces et elles vont dire la personne s'impatiente. Alors, on n'a pas le droit d'écrire ça quand on observe. Quand on observe, on écrit seulement ce qu'on voit. Donc, la personne regarde sa montre, la personne souffle, la personne lève les yeux au ciel, voilà. Tout ça, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est en train de s'impatienter. Probablement qu'elle est en train de s'impatienter. Mais on ne doit écrire que ce qu'on observe, ce dont on est sûr, parce qu'on l'observe. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime aussi dans l'observation, c'est qu'il n'y a pas seulement ce qu'on observe, il y a aussi ce qu'on entend. On peut aussi poser des questions. Alors, il y a plusieurs techniques d'observation. On peut dire aux gens qu'on les observe, on peut ne pas le dire aussi. Voilà. Donc, on peut participer à la situation ou on peut l'observer du dehors. Alors, je n'ai pas du tout indiqué, je ne suis pas du tout rentrée dans les détails pour chaque technique parce que je me suis dit, je me suis vue il y a quelques années quand je ne savais rien de la rédaction d'un mémoire et donc je n'ai pas voulu trop compliquer, mais évidemment, chaque technique d'enquête mérite un séminaire, hein, mérite un séminaire. D'ailleurs, vous me direz si vous éprouvez le besoin de m'entendre à nouveau. Chaque technique d'enquête mérite son propre séminaire. Donc, un séminaire pour entretien, pour les questionnaires, pour l'observation, pour la théorie, voilà, tout ça. Mais aujourd'hui, je fais un point général sur la méthodologie. Quand on ne sait absolument pas quoi faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment la base. C'est la base et c'est l'essentiel. Ensuite, voilà. Je vous ai dit que
on peut ne répondre qu'à une partie de la question. Donc, on n'a pas besoin de combiner parce que chaque question, chaque méthode permet de répondre à une partie de la question, mais on peut aussi ne répondre qu'à une partie de la question et dire qu'on va répondre qu'à une partie de la question. Il n'y a aucun problème. Moi, je réponds à une partie de la question et c'est comme ça. J'ai conscience que cette question est très large. C'est là qu'interviennent les notions de limite et de perspective de recherche. Vous avez peut-être entendu qu'en conclusion, il faut évoquer les limites et les perspectives de recherche. Eh bien, c'est quoi les limites et les perspectives de recherche? C'est ça. J'ai voulu répondre à telle question. La question est très belle et très vaste. J'ai pu répondre à une partie de la question. Une partie de la question, c'est-à-dire la limite à laquelle vous avez pu répondre. Vous limitez, c'est-à-dire que vous limitez votre recherche à un angle, à une petite partie, voilà. Et la beauté de ça, c'est que vous dites à la communauté de personnes qui sont susceptibles de se poser la même question que vous, voilà, moi j'ai répondu à ça dans mon contexte, avec mes moyens, avec mes contraintes, avec mon temps, avec ce que je savais faire aussi, tout simplement. Mais d'autres, parce qu'on est bien conscient que tout le monde ne peut pas savoir tout faire. Même parmi les sociologues, il y a des spécialistes de la sociologie quantitative et des spécialistes de la sociologie qualitative. Même si on sait à peu près toutes les techniques, il y en a une qu'on va maîtriser mieux que les autres. Donc, on va dire à la communauté des personnes qui sont susceptibles de se poser les mêmes questions, voilà, moi j'ai fait ça, si vous voulez, vous pouvez faire tout ça. Moi, j'ai répondu en utilisant seulement les entretiens. J'ai obtenu une réponse très nuancée, très riche. Par contre, je ne sais pas combien ça fait en termes de proportion, en fait. Pour savoir ça, il aurait fallu recourir au questionnaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudront répondre à cette question en utilisant le questionnaire. Mais vous pouvez aussi dire que vous avez utilisé des méthodes déclaratives, c'est-à-dire que vous avez écouté les réponses des gens, mais vous ne savez pas si ces réponses correspondent à la réalité, parce que vous ne les avez pas observées. Vous avez pris leurs paroles seules. Et on sait que parfois les répondantes, déjà, elles peuvent ne pas donner une réponse qui corresponde à la réalité, c'est-à-dire elles peuvent soit mentir, soit ne pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est la raison pour laquelle, si vous aviez eu recours à l'observation, vous auriez pu lever ce problème. Par exemple, des étudiantes qui vont vous dire « moi, mais je viens à tous les cours ». Ça, c'est un grand classique. J'ai plein d'étudiantes qui ont une perception très erronée de leur présence au cours. Et on me dit « non, non, j'ai loupé 3 cours cette année ». Et en fait, quand vous regardez et vous prenez des notes simplement en faisant l'appel, vous apercevez qu'elles ont manqué 5 cours. Et elles ont l'impression d'en avoir loupé 3. Donc, comment vous allez savoir? Tout simplement en observant et en notant. Voilà, donc vous auriez pu ne pas du tout vous fonder sur leur déclaration, c'est-à-dire les entretiens ou le questionnaire, et vous fonder sur les observations. Voilà, donc tout ça, ce sont des limites et des perspectives de recherche. Alors maintenant, je vais parler d'une notion essentielle. Cette notion, c'est une notion qui est très, très connue en sciences sociales, mais j'ai remarqué qu'elle n'était pas si connue que ça en didactique. C'est la notion d'indicateur. En didactique, on a tendance à poser les questions de manière directe, sans chercher quelque chose qui permette d'objectiver les choses. Voilà, par exemple, vous voulez savoir si un système d'évaluation est plus motivant ou pas que l'autre. Et vous allez demander aux étudiantes si elles sont motivées
Et on va vous répondre, ah bah oui, je suis très très motivée, je suis super motivée. Et en fait, vous n'avez pas du tout l'impression que cette personne soit motivée. Mais elle le croit. Elle est au maximum de son investissement. Vous voyez? Ensuite, vous allez demander à une autre personne et elle va vous dire, ouais, je suis pas du tout motivée. Pourtant, cette personne, vous voyez que ça correspond pas du tout aux notes dans aux notes, aux résultats obtenus. Ça ne correspond pas non plus à la quantité de travail que cette personne a fait, rendu. Donc là, vous êtes devant un espèce de problème, vous ne savez pas comment. Vous voulez vraiment enquêter sur la motivation, mais vous ne voyez pas du tout comment faire, parce que quand vous posez la question à l'une qui ne vous semble pas motivée du tout, elle vous dit qu'elle est super motivée, et quand vous posez la question à une personne qui n'est pas du tout motivée selon elle, vous la trouvez au maximum de l'investissement, parce que ça dépend aussi des exigences qu'on a envers soi-même. Il y a des personnes qui vont vous dire « oh là là, j'ai fait un travail nullissime » et en fait, le travail est excellent. Et les personnes qui ont moins travaillé, elles se sont données au maximum, mais comme le travail il est très superficiel, elles pensent qu'elles ont fait un super travail et en fait, pas du tout. Donc, pour ce type de notions qui sont des processus psychologiques, on doit, surtout pour ce type de notions, mais pas uniquement, on doit avoir recours à la notion d'indicateur. On va réfléchir pour sortir de la question de la subjectivité des répondantes et des répondants. On va réfléchir à des manifestations concrètes de la motivation. Par exemple, est-ce que la personne, elle a fait plusieurs fois ces exercices? Est-ce que la personne, elle vient en cours à chaque fois, en sachant qu'il peut toujours y avoir un problème? Mais est-ce qu'elle vient à chaque fois ou pas? Est-ce qu'elle a tendance à s'absenter beaucoup? Est-ce qu'elle obtient des résultats satisfaisants? Et évidemment, on va définir ce qu'on entend par satisfaisant. Et qu'est-ce qu'elle dit finalement? Parce que ce n'est pas parce qu'on a du mal avec la motivation qu'il ne faut pas prendre en compte sa déclaration personnelle, ce qu'elle dit de sa motivation. Peut-être qu'il y aura un énorme décalage entre nos indicateurs ou pas. Et cette déclaration de motivation rentre dans la construction d'indicateurs. Vous allez donc obtenir plusieurs indicateurs. Vous leur avez donné une brochure au début de l'année avec des textes, voilà. Est-ce qu'on vient avec la brochure à chaque cours ou pas? Est-ce qu'on l'a oublié? Vous avez donné du travail à faire pour telle date. Combien de personnes l'ont fait pour la date? Combien ne l'ont pas fait? Voilà. C'est ainsi que vous allez pouvoir trouver un moyen un peu objectif de mesurer et d'observer et de mesurer un processus qui est là et auquel vous n'avez pas accès, à moins qu'on vous le dise. Mais quand on vous le dit, vous ne pouvez rien en faire parce qu'on a dit que c'était très variable en fonction de chacun et de chacune. Vous allez donc, voilà, objectiver. Voilà, c'est à ça que ça sert les indicateurs. Donc les indicateurs, c'est une très belle chose, un très bel outil qui permet de faire de l'objectivation, en fait, de la subjectivité. Alors, voilà. Maintenant, je vais passer en revue les différentes techniques d'enquête. Je vais parler de l'enquête par entretien, de l'enquête par questionnaire, de l'observation. Alors, l'entretien. Pour faire un entretien, on n'arrive pas devant une personne et on lui dit « Alors, est-ce que vous pouvez m'accorder un entretien, s'il vous plaît ?» D'abord, on se renseigne en amont sur la situation pédagogique. Alors, si vous êtes enseignante ou étudiante dans un cours, vous avez les renseignements déjà, hein, vous les avez. Mais écrivez tout ce que vous savez. Ça va vous aider à trouver des idées de questions. Ensuite, vous faites votre liste de questions. Qu'est-ce que vous voulez demander? Mais vous savez qu'il va falloir aussi trouver des indicateurs qui correspondent aux questions, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui devra être objectivé.
je dirais même que les bonnes questions, elles fonctionnent sur la base des indicateurs. C'est ça qui permet de faire sortir les gens du simplement de leur perception d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Peut-être qu'après, à la fin, si on en a du temps, parce que là, je ne sais même pas combien dure ma présentation, je vous parlerai du décalage entre les perceptions des gens et leurs pratiques. Il faudra peut-être me le rappeler s'il reste du temps. Alors, je vais regarder là. Bon, pour l'instant, j'ai déjà parlé 1 heure presque, non? Oui, il vous reste quelques minutes. D'accord, voilà. Mais ben, le temps est passé très vite. Alors, donc, il faut trouver des indicateurs et il faut rédiger des versions finales des questions. Il faut rédiger plusieurs questions par indicateur. Et on dit qu'une 50aine de questions font une bonne grille d'entretien. Parce qu'en fait, vous allez faire l'entretien à partir d'un produit qui sera votre grille. Alors ensuite, vous faites votre entretien qui dure environ 1 heure, au moins 1 heure, et vous allez le transcrire, c'est-à-dire écrire tout ce que la personne a dit. Et s'il y a des intonations qui vous ont paru parlantes, vous allez les garder, parce que c'est très important. Parfois, on dit des choses, mais parfois l'intonation, elle nous donne des renseignements aussi sur ce qu'on pense, donc on va le noter. Donc vous allez transcrire avec beaucoup de soin ça, et après, vous allez analyser les réponses. Vous allez faire une analyse des thématiques de l'entretien et vous allez regarder chacune des informations données. Et ensuite, vous allez réaliser une synthèse qui sera votre mémoire. Voilà. Bon, pour le questionnaire, c'est un peu la même chose, mais ce qui est beaucoup plus long, c'est son élaboration. Parce que quand vous avez trouvé votre questionnaire, que vous avez simplifié vos questions au maximum, etc., vous allez d'abord, vous allez trouver des idées de réponse en faisant des entretiens. Et ensuite, vous allez tester votre questionnaire une fois qu'il est élaboré. Et vous allez modifier vos formulations et tout épurer jusqu'à ce que ce soit bien. Donc, il faut le tester 10 personnes, 20 personnes. C'est très, très long. Mais après, vous le faites passer. Et après, vous allez analyser les réponses. Donc, voilà, vous pourrez mettre sur pause la vidéo et relire toutes les étapes. Je me presse un peu parce que je veux vous donner une suggestion de plan, mais vous pourrez regarder tout ça ultérieurement. Alors, pour l'observation maintenant, on peut soit observer plusieurs angles dans une même situation pédagogique. On peut observer plusieurs angles dans une même situation pédagogique et on peut s'appuyer sur la notion du triangle pédagogique, c'est-à-dire, je vous fournirai un document, je le ferai passer par Claudia, donc qui explique ce qu'est le triangle pédagogique. Si vous le savez déjà, tant mieux, mais un petit rappel. Alors, les apprentissages, donc on observe une situation, on veut voir ce qui est enseigné, ce qui est appris. On veut observer les apprenantes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des notes. On veut observer l'enseignante, comment elle enseigne. Ou alors, on veut observer tous les accidents, les éléments en dehors de ce triangle pédagogique. Alors, je vous ai mis ici des suggestions d'observation, des choses que vous pourriez observer. Alors, c'est pareil. Je vais me dépêcher un petit peu, mais vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de l'articulation entre le théorique et la pratique. Alors, dans toute recherche sérieuse, on s'appuie sur les travaux d'autres personnes qui ont analysé une situation similaire. Autrement dit, il y a notre expérience personnelle, la pratique, et l'expérience qui résulte de nos lectures, c'est-à-dire l'expérience théorique. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une recherche sur Internet pour savoir si d'autres personnes ont déjà répondu à la même question que je me pose. Moi, j'ai un contexte, ces personnes-là ont leur contexte, mais on a déjà répondu à la question.
C'est très souvent le cas. Donc, ces personnes-là qui ont répondu à une question qui est soit semblable, soit identique, soit assez proche de la mienne, on va les considérer comme des personnes expérimentées sur la question. On va dire que ce sont des amis, hein, c'est un peu comme des amis qu'on ne va pas rencontrer, qui ont déjà fait une recherche et elles veulent nous aider à gagner du temps, ces personnes-là. Donc, on va lire leur travail qui a été fait pour mémoire, qui a été documenté, et on va essayer de comprendre, grâce à ça, plus efficacement notre situation. Alors, leur travail qui a été fait et écrit pour mémoire, ça s'appelle des références. Donc, nous, quand on consulte et on rend compte de ces travaux, on est en train de donner de l'autorité à notre travail. On est en train de dire, regardez, je ne suis pas toute seule à constater telle ou telle chose. D'autres aboutissent déjà à des résultats similaires, ou d'autres personnes ont déjà abouti à des résultats similaires aux miens. Vous voyez, ma recherche, elle est assez solide parce qu'elle correspond à celle qui a déjà été faite. Ou alors, regardez, un tel a constaté ceci, mais moi, dans ma situation à moi, je constate que les choses sont totalement différentes. Dans ce cas, vous faites une découverte. Alors, la partie théorique du mémoire, elle présente un compte-rendu de nos lectures et ce compte-rendu explique ce que nous retenons de nos lectures pour notre recherche à nous. Et dans la partie bibliographique de notre mémoire, il faut citer les références complètes. Alors, maintenant, quand est-ce qu'on fait ça? À mon sens, pour la recherche en didactique des langues, il faut articuler la théorie et la pratique de manière équilibrée tout au long de la recherche. Certaines personnes pensent qu'il faut surtout lire au début, qu'il faut lire avant d'enquêter. D'autres déconseillent totalement les lectures au début pour ne pas être influencés par les travaux précédents. Ils disent que si on est influencé par les travaux précédents, on ne voit pas notre situation. Ça s'appelle la grounded theory et ça dit que la théorie, elle doit jaillir de notre recherche à nous. Voilà, moi je suis pour, on se renseigne sur les notions, hein, je conseille ce livre, on se renseigne sur les concepts, sur les recherches qui ont déjà été faites. Ça, c'est ma Bible depuis plusieurs années. Hein. Quand j'étais au Burundi, c'était ma Bible. Le livre venait de paraître. Donc, il y a toutes les notions d'évaluation, motivation, faute, erreur, l'attention, la mémoire, bon, voilà, le contrôle, l'évaluation, la compréhension, les stratégies de compréhension. Moi, je conseille de lire tout le temps. Pourriez-vous rappeler l'intitulé du livre, s'il vous plaît? Il est à la fin. Il est à la fin. D'accord. Je vais donner la référence. Et il y a aussi celui-ci, mais celui-ci, il est d'un niveau très supérieur. Celui-ci, c'est vraiment pour le niveau thèse. C'est pour ça que je ne le conseille pas. Mais voilà, j'explique. Ça, c'est un livre. Le premier, c'est un livre qui a été fait pour les étudiants de master et je le conseille énormément. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner une idée de plan pour un mémoire. Voilà, d'abord, on va présenter tout simplement la question que l'on traite. Tout simplement, bah, écoutez, j'étais dans cette situation, il s'est passé ça, il y a eu des grèves, on a changé, j'ai eu l'opportunité de changer ma méthode d'évaluation, je l'ai changée et je me suis demandé si c'était conjoncturel, est-ce que je le gardais, c'était parce qu'il y a eu des grèves que j'étais obligée de faire ça, ou est-ce que je le conserve à partir de maintenant? Donc, quelle est l'histoire qui nous a conduit à nous poser cette question? Parce que l'histoire, elle est très belle. Ensuite, la partie théorique. Ici, on va définir les concepts clés. Alors, l'alternance codique, c'est-à-dire les moments où quelqu'un change de langue. Le bilinguisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit bilingue? Est-ce que vous avez des gens qui parlent parfaitement une langue, mais en faisant des fautes, qui vont vous dire « non, non, je ne suis pas bilingue ». C'est parce que leur définition du bilinguisme est différente. Donc, la beauté de cette partie, c'est de trouver plusieurs définitions d'un même concept et dire, voilà, cette personne, elle pense le bilinguisme selon telle définition très stricte,
Mais en réalité, quand on considère cette autre définition, cette personne est parfaitement bilingue, par exemple. La notion de triangle pédagogique, voilà. Vous allez définir tous les concepts clés dans la partie théorique. C'est au moins ça que vous allez faire. Peut-être que vous ferez autre chose, mais ça, c'est sûr. Par exemple, si vous travaillez sur la compréhension orale, vous allez expliquer tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la compréhension orale, les parties du cerveau, etc. Ensuite, vous avez une partie contextuelle. Alors, la partie contextuelle, elle peut venir avant la partie théorique ou elle peut venir après. Moi, je vous ai donné l'ordre un peu standard qui se pratique en France. Bon. Donc, cette partie contextuelle, elle donne des précisions sur le contexte pour que nos lecteurs aient tous les éléments nos lectrices et tous les éléments qui puissent les aider à comprendre notre contexte, se faire une idée de la situation pédagogique. Ensuite, vous allez parler de la manière dont vous avez recueilli les données. Vous avez fait des entretiens. D'accord. Comment? Combien? Avec qui? Comment vous avez choisi vos enquêtés? Est-ce que votre grille a évolué au fur et à mesure? Ça prend un peu de temps parce que si j'avais fait correctement mon travail aujourd'hui, le séminaire aurait duré une vingtaine d'heures, le temps que j'explique toutes les méthodes d'entretien, toutes les méthodes pour toutes les questions du questionnaire, etc. Donc là, dans la partie recueil de données, c'est un peu long. Mais aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte parce que je suis passée assez vite. Mais en tout cas, je vous ai donné les étapes ici. Hein. Voilà, je vous ai donné les étapes de l'élaboration. Et bien, c'est ça que vous allez raconter dans la partie recueil des données. Voilà. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'explique ici. Et c'est toute la beauté de cette complexité qui fait l'intérêt de la partie recueil des données. Ensuite, vous allez expliquer comment vous avez analysé les données. Donc là aussi, l'analyse des données, ça s'apprend aussi. En didactique, on a tendance à le faire de manière un peu intuitive. Ensuite, vous allez présenter vos résultats. Alors, vous avez fait tout ça, vous avez tout donné, les éléments de votre recherche pour qu'on la comprenne. Vous avez fait preuve de générosité envers les lecteurs et les lectrices. Et là, maintenant, vous allez leur donner les résultats. Les lecteurs et les lectrices, elles sont venues pour les résultats. Mais d'abord, vous leur avez donné la possibilité de tout comprendre. Parce que les résultats, ils sont valables dans votre contexte à vous. La partie méthodologique, elle vous a donné du crédit en tant que chercheuse ou chercheur. C'est-à-dire, on voit que la méthodologie est très bonne, on se dit, ah bah c'est la peine de lire les résultats. Si la méthodologie, elle est moyen, on ne sait pas trop, elle est vague, bon, bah, est-ce que c'est la peine de lire les résultats? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vos lecteurs et vos lectrices sont venus pour les résultats. C'est là que vous allez pouvoir répondre à la question. Et ensuite, bah, vous allez conclure. Vous allez résumer l'ensemble du travail et vous allez proposer des pistes de réflexion pour l'avenir. Donc, c'est là que vous allez parler des limites de votre travail et des perspectives. Enfin, vous avez listé toutes vos références. Donc, normalement, il faut les lister en format, on les liste selon un format qui est déjà codifié pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, moi, je vais vous proposer le format de l'American Psychology Association. Alors, moi, je conseille aussi aux étudiants de classer les références par type de source parce que je trouve souvent des étudiantes qui me mettent un article de recherche avec une vidéo YouTube et ça, il ne faut pas le faire. Il faut mettre les articles de recherche ensemble, les articles de presse ailleurs et les autres matériaux ailleurs. Voilà. Ici, j'ai donc une vidéo. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la voir maintenant parce que je veux quand même tenir mes temps. Et là, je suis à 1 heure déjà. Donc voilà, les références que j'ai utilisées, elles sont un peu classées. Elles sont donc les deux seules que j'ai citées, c'est Où c'est le triangle pédagogique par Claire Tardieu, c'est la Grounded Theory de Strauss. Après, je vous ai mis un article que j'ai écrit
qui répond à l'exemple 1 que je vous ai donné, et j'ai crédité les jolies petites icônes que j'aime beaucoup. Ici, je vous ai donné les recommandations pour la méthodologie. Donc, c'est de la recommandation, c'est des livres de sociologie, hein, de sciences sociales. Ce n'est pas des livres qui ont été écrits pour la didactique des langues. Hein, je vous ai dit que ce n'est pas les didacticiens de langue c'est des techniques issues des sciences sociales. Enfin, je vous ai donné ma recommandation de le meilleur ouvrage de théorie en didactique des langues. Alors, vous notez qu'il s'appelle « Notions clés pour la didactique de l'anglais ». En réalité, c'est pour la didactique des langues. Et pour tout ce qui est mémoire, donc c'est ma collègue Isabelle Cros qui vous recommande le site de Christian Puren. Donc, je vous ai mis la page du site, une photo de la page du site. Vous pouvez, je pense, le consulter depuis Beyrouth, ce qui est beaucoup plus utile que ce livre qu'il faut acheter, se procurer. Là, le site, vous pouvez, évidemment, si vous avez Internet et si vous avez de l'électricité, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous pouvez le consulter depuis chez vous. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Madame Rodriguez, c'est nous qui vous remercions pour cette intervention assez claire et enrichissante. Franchement, c'était tellement beau, tellement intéressant qu'on n'a pas voulu vous couper la parole. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, ça se sent. Vous êtes vraiment une personne passionnée pour la recherche. Félicitations. Personnellement, j'ai beaucoup profité de cette séance et j'imagine que c'est pareil pour les étudiants. Alors, on aurait bien aimé que ça soit plus long, mais bon, je pense que c'est le début d'une très belle aventure ensemble. La prochaine fois, nous vous solliciterons pour d'autres sujets, pour d'autres recherches, pour d'autres, bien sûr, thèmes de recherche, si vous le permettez, parce que c'est vrai, en 1 heure, on ne peut pas faire le tour de la méthodologie et du cadrage théorique d'un mémoire de master. En tout cas, merci beaucoup. Et là, je voudrais savoir si quelqu'un parmi les étudiants, parmi les professeurs, s'y souhaite poser une question à Madame Eva Gerda Rodriguez. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un a envie de lui poser une question, bon, il suffit de lever la main, je vous donne la parole, ou bien vous prenez la parole tout de suite. Excusez-moi, j'ai été expulsée momentanément de la réunion, mais je suis revenue. Alors, je vois l'heure là, hein, il est écart. Je peux rester jusqu'à -15, disons, parce que j'ai un peu dépassé en plus. Donc, voilà, jusqu'à -15. Je devrais faire mon cours c'est superbe en fait. J'ai donné la parole à l'Assemblée, donc si quelqu'un souhaite vous poser une question, donc voilà. Je vous prie, s'il vous plaît, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Marie-Laure, donc s'il te plaît, tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, oui, on t'entend, très bien. Marie-Laure, vas-y, je t'en prie. Bonsoir, madame. En fait, vous avez parlé, quand on veut réaliser une enquête, vous avez parlé d'une sorte de pré-enquête. Pourriez-vous nous dire comment ça se fait ou juste un petit exemple, juste pour que je sache c'est quoi? Oui. Merci. Alors, la pré-enquête, elle est essentielle. Il faut imaginer que… alors, j'ai parlé de la pré-enquête pour l'entretien et de la pré-enquête pour le questionnaire. Ça veut dire que vous allez, avant de faire vous allez trouver vos enquêtés, mais avant, vous allez essayer alors si c'est dans un entretien, vous allez essayer de voir tout ce que vous pouvez, toutes les informations que vous pouvez glaner. Par exemple, si vous travaillez dans une école, vous allez vous renseigner sur cette école. Si vous travaillez dans une école et que vous voulez observer les étudiants, vous allez demander au professeur de vous donner des renseignements d'abord. Et ensuite, vous allez enquêter auprès d'eux. En fait, vous allez vous prendre tous les renseignements possibles avant d'aller enquêter auprès de votre population. C'est tout simplement ça que ça veut dire. En fait, c'est le proverbe qui dit que personne averti en vaut deux. Et pour le questionnaire, c'est pareil?
Voilà, pour le questionnaire, c'est encore plus important le travail parce que le questionnaire, avant de faire un questionnaire, il faut faire des entretiens. Parce qu'avant de faire un questionnaire, vous ne savez pas quelle réponse les gens vont donner. Et il faut que vous trouviez des idées de réponse. Dans le questionnaire, c'est vous qui donnez les idées de réponse. Ce n'est pas les gens. Les gens, ils cochent des cases. Donc, vous devez faire plein d'entretiens d'abord pour savoir quelles réponses on pourrait faire. Alors, évidemment, au début, vous allez réfléchir et vous allez trouver des réponses avec votre tête seule. Mais après, vous allez poser des questions aussi aux gens, voir s'il y a des réponses que vous avez oubliées. Et après, vous allez tester votre questionnaire auprès de 10 personnes pour voir si tout le monde comprend la même chose à vos questions, si vous n'avez pas oublié des réponses possibles, etc. Et ensuite, vous allez le lancer. D'accord. Parce qu'un mauvais questionnaire, vous ne pouvez rien en faire du tout. Donc, il faut toujours travailler en amont, beaucoup en amont. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle enquête. Oui. Merci. Oui, je donne la parole à Dounia Sankari. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je veux vous poser la question pour le public des apprenants avec qui on va faire les entretiens. Quand on va faire la transcription, peut-être pour les difficultés qu'ils ont dans l'expression en langue française, peut-être on va poser peut-être des questions en arabe ou bien des questions très simples pour savoir leurs avis ou bien qu'est-ce qui se passe avec eux et tout cela. Et comment faire ça pour le mettre à la fin dans un mémoire? Alors là, je pense que je me suis mal exprimée parce que, évidemment, l'entretien, il se fait dans la langue maternelle des personnes. D'accord. On ne le fait pas dans la Alors, langue… c'est faisable donc en Ah mais langue non, maternelle. là, c'est obligatoire même. Parce que sinon, il y a plein de problèmes. C'est-à-dire que vous voulez répondre à une question, mais vous allez peut-être répondre à une autre question qui est sur les problèmes linguistiques des gens. Donc, si j'ai bien saisi, il faut faire des entretiens avec les profs des matières, par exemple, ou bien avec les apprenants, les directeurs, tout le cadre de l'école, peut-être, n'est-ce pas? Ça dépend de ce que vous voulez, de votre question à vous. Mais oui, vous pouvez poser la question à tout le monde. Ça dépend toujours de votre recherche. Il n'y a pas, il n'y a pas une bonne manière de faire. C'est vous, la personne qui cherchait, qui savait comment. Il n'y a personne de mieux que vous pour savoir ce qu'il faut faire. Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire que nous, on vous dit, voilà les techniques, mais la personne qui fait la recherche, il n'y a pas de personne plus qualifiée qu'elle pour savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que même la recherche, c'est comme dans la vie. Vous avez votre propre expérience de la situation, vous savez par quel chemin vous allez mieux répondre à votre question. Nous, on sait l'idéal, etc., mais vous avez la connaissance, ça s'appelle la connaissance du terrain. Connaissance du terrain. Voilà, il y a une chose, c'est la connaissance de procédés méthodologiques et une autre, c'est la connaissance du terrain. Et la connaissance du terrain, c'est vraiment la clé. Mais en fait, c'est en enquêtant qu'on connaît son terrain. Donc, c'est un mouvement, vous voyez, un peu… Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à Madame Eva? On va profiter du temps restant. Et en fait, je pense que le problème qui tracasse vraiment les étudiants, c'est la problématique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer quand même un petit peu sur cette fameuse problématique, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas? C'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que la problématique, quand on l'appelle comme ça, elle tracasse tout le monde. Mais quand on dit, bah non, c'est tout simplement une question que vous vous posez. D'accord. Donc, en fait, c'est une question qu'il faut prendre à la légère, peut-être. Il ne faut pas vraiment paniquer. Voilà, justement, c'est une question, il ne faut pas réfléchir pendant 3 heures. Vous êtes là et vous vous dites, tiens, la prof, elle a préparé un diaporama
elle a préparé un diaporama et pourtant elle écrit au tableau. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle écrit au tableau qui n'est pas dans le diaporama? Et là, vous allez observer la beauté de l'interaction dans une classe, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a préparé et ce qu'on fait. Comment les apprenants influencent le travail de l'enseignante? Par exemple, autre question, la prof, donc ça c'est un classique, c'est toujours ce que je fais, je prépare un syllabus hyper précis, telle date, tel jour, on va faire ça, vous utilisez tel document, vous me rendez telle chose, jamais je le respecte, jamais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai préparé mon travail, mais les étudiants influent sur moi, donc ça change complètement. Donc là, la question que vous pourriez vous poser, votre problématique, ce serait comment les étudiants influencent la prof? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la prof, elle a préparé le cours comme ça et elle fait autre chose? Donc, vous allez observer comment les étudiants m'ont influencé. Donc là, il va falloir enregistrer le cours pour pouvoir et tout transcrire, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai été retardée dans mon programme. Je l'ai fait pour le bien des étudiantes. Donc, si je l'ai fait, c'est pour le bien des étudiantes. Ça, c'est le principe duquel vous partez. Et vous allez étudier les mécanismes qui m'ont conduite à ça. D'accord. C'est vrai qu'au Liban, on se focalise beaucoup sur cette fameuse problématique. Et j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce qu'il y a des outils linguistiques à insérer dans la phrase, c'est-à-dire au niveau de la syntaxe de la phrase, qu'elle soit déclarative ou qu'elle soit, je ne sais pas, interrogative? Est-ce que vous préférez certains morphèmes interrogatifs à d'autres, etc. Ou bien, je ne sais pas. Moi, je suis partisane de la simplicité. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est tout simplement une question. Voilà, donc il faut simplifier la chose. Vous pouvez dire, moi, je voudrais savoir si, pourquoi la prof, elle est censée faire cours seulement en anglais et de temps en temps, elle parle en français. Elle est censée faire cours seulement en français, de temps en temps, elle parle l'arabe. Pourquoi? À quel moment elle parle l'arabe? Qu'est-ce qui se passe quand elle parle l'arabe? Pourquoi elle change de langue? Et vous allez enregistrer le cours. Vous allez prendre des notes aussi pendant le cours et vous allez observer que peut-être que quand elle veut parler à l'affectif des étudiantes, elle va leur parler en arabe. Peut-être que quand elle veut leur expliquer un concept clé, elle va traduire en arabe. Peut-être que c'est pour les trucs logistiques qu'elle va parler arabe. Vous allez essayer de comprendre pourquoi, c'est tout. Voilà, les problématiques, c'est ça. C'est juste, tiens, pourquoi elle fait ça, la prof? Tiens, les étudiants disent qu'ils sont motivés. Comment je le vois? Tiens, il y a des personnes qui font autre chose pendant le cours. Combien il y en a qui font autre chose pendant le cours? Pourquoi ces personnes font autre chose pendant le cours? Pourquoi les étudiants n'écoutent pas l'enseignante? Voilà, c'est tout simplement des questions comme ça. Il ne faut pas du tout se compliquer. Alors, je vais vous dire, ce que vous me dites, c'est exactement la raison de mon traumatisme à moi, parce que j'étais traumatisée avec cette histoire de problématique. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était, qu'est-ce qu'il fallait faire, rien. Et en fait, c'est tout simplement ce que je viens de vous dire. Vous vous étonnez de quelque chose et vous vous dites, tiens, pourquoi c'est comme ça? C'est tout simplement. Merci parce que vous rassurez nos étudiantes et nos étudiants, ainsi que les professeurs. Merci. Il y a une question, Nicolas Youb, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Donc, une immersion totale, votre professionnalisme, votre réactivité. Donc, ce qui a vraiment piqué ma curiosité, c'est le système d'évaluation, vu que je suis prof au secondaire et je peine avec le système d'évaluation. Donc, en tant que didacticienne, pas seulement didacticienne, mais vous êtes experte dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, quel système d'évaluation adopter? Ça, c'est de 1. Et concernant le second volet de ma question, c'est concernant la problématique. Est-ce que c'est recommandé que ça soit sous forme d'interrogation directe ou bien indirecte? Ces outils linguistiques, disons la tournure impersonnelle ou non, parce que vraiment, ça nous tracasse en tant que prof même. Et grand merci.
Mais en fait, la problématique, vous, ce qui vous tracasse, c'est la formulation de la problématique et la problématique. Mais en fait, déjà, on peut arrêter avec le mot problématique parce que déjà, c'est un mot problématique. Ça, c'est vrai. Ça devient problématique. Alors que, Ça devient non, problématique. mais parce que moi, non, mais c'est pas ça. C'est tout simplement un étonnement. On va l'appeler étonnement. Vous vous étonnez de quelque chose ou alors vous voudriez savoir quelque chose. C'est tout. On va l'appeler comme ça. Il y a quelque chose qui vous étonne, qui vous interroge et quelque chose que vous voudriez savoir. C'est tout. C'est ça la problématique. On appelle ça problématique pour traumatiser les gens, je vous assure. Ça m'a causé des problèmes. J'ai été obligée de faire mon mémoire en 2 ans à cause de ça. C'est vrai, hein? Oh là là là. Ah Ouais, bon, c'est alors vrai. vous en avez aussi souffert donc de Ah, ça. mais moi, Donc, c'était terrible pour moi. C'est pour ça que ouais. quand on m'a demandé de faire ce cours, j'étais très contente parce que je me suis dit, c'est le cours que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé que quelqu'un m'explique les choses tout simplement, que j'ai découvert en étant désespérée. C'est vrai que votre simplicité nous rassure énormément. C'est vrai. Mais oui, mais Merci c'est beaucoup. ça. Mais c'est ça, c'est tout simplement ça. Vous avez toutes et toutes des questions en tant qu'enseignante, c'est pas possible. Et pour ce qui est de la seconde question concernant l'évaluation, alors moi je suis contre l'évaluation qui consiste à évaluer justement. Moi je veux pas qu'on évalue les gens parce que ça me sert à rien en fait. Ce que je veux c'est les aider. Je veux pas savoir quel est leur niveau ou pas. Je veux les aider. Donc pour moi l'évaluation qui sert, c'est une évaluation qui aide. Une évaluation qui aide. Donc, une évaluation dans laquelle on apprend. À ce titre, vous pouvez lire mon article que j'ai listé là. Dedans, j'ai fait une évaluation pour savoir si ça les aidait. Bon, voilà. C'est en faisant des tâches pour moi qu'on apprend. Donc, je leur ai fait faire des petites tâches et j'ai profité de l'évaluation pour leur faire des petites tâches, pour leur faire apprendre quelque chose, découvrir des choses, etc. Je pense qu'il y a Nada Sleiman qui a levé la main. Voilà. Oui. Nada? Bonsoir. Bonsoir, Alors, Nada. je vous remercie à mon tour pour votre intervention très intéressante. J'ai en fait 2 questions à vous poser. Bon, puisqu'on parle de problématiques, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une recherche en trouvant d'abord les réponses avant de trouver la question? En fait, en faisant le chemin inverse. Alors, oui. Parce que je me rappelle quand j'étais enseignante en littérature, et étudiante en littérature, et même quand je dois faire un commentaire littéraire, je vais toujours dans l'analyse du texte avant de retrouver d'abord ma question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que là, vous venez de lever tout le problème de la problématique. En fait, c'est exactement ça. En fait, moi, on m'avait traumatisée parce qu'on m'avait dit qu'il fallait partir d'une question de recherche. Et comme je ne savais pas ce que c'était qu'une question de recherche, on m'aurait dit une question que tu te poses, quelque chose qui t'interroge, quelque chose qui t'étonne, j'aurais compris. Mais là, vraiment, le coup de la question de recherche, vraiment, je ne comprenais pas. Mais en ce qui concerne le fait de trouver la question à la fin, c'est comme ça, effectivement, que moi, je fonctionne. D'abord, je regarde les données, que j'ai fonctionné sur certains mémoires. Je regarde les données. Par exemple, je suis en train de, comme aujourd'hui, j'étais en train tout simplement d'aider mes étudiants sur leur script. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est dingue ça. Il y en a qui ont plus de fautes que d'autres. C'est dû à quoi ça? Mais vous voyez, ma question, elle est venue par la pratique. Mais il y a aussi des cas où vous allez trouver votre question à la fin. Et une fois que vous avez trouvé votre question, donc ça, c'est toujours mon cas à moi. Quand j'ai trouvé ma question à la fin, donc ça, c'est surtout quand on fait le chemin de la grounded theory dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que la théorie doit surgir de la pratique et donc la question aussi. Ça, c'est souvent, vous pensez que vous allez observer quelque chose ou quelque chose, vous avez une idée derrière la tête et en fait, ça ne correspond pas du tout. Vous vous apercevez que vous répondez à une autre question. Et après, vous allez réécrire tout le mémoire en veillant à répondre à cette question que vous avez trouvée à la fin de votre mémoire. Voilà. Ça, c'est ce que je fais souvent. Souvent.
J'avais une autre question par rapport aux différentes. Vous avez parlé d'observation, d'entretien, de questionnaire. Est-ce que c'est applicable à toute forme de recherche? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne suis pas en didactique, mais je suis en littérature. Est-ce que vous pensez que ces moyens et ces méthodes pourraient s'appliquer aussi à ma recherche plutôt beaucoup plus théorique que on est plus dans la théorie plutôt que dans la pratique? C'est parce que la littérature, elle ne fonctionne pas par enquête, elle fonctionne Voilà, par analyse de corpus. voilà exactement. Voilà, Donc, c'est de l'analyse de corpus que vous allez faire, vous. D'accord. Et une dernière question, c'est l'enregistrement pour la biographie et l'APA, si on peut l'avoir sous forme de peut-être ici dans la discussion, le lien pour regarder la vidéo, puisqu'on n'a pas eu le temps de la voir. Oui, bon, après, ce n'est pas super intéressant de la regarder là maintenant, parce que c'est simplement comment il faut faire. Mais je peux vous l'envoyer, oui. Merci beaucoup. Où est-elle? Est-ce que quelqu'un parmi les professeurs qui sont avec nous souhaite poser une question, souhaite éclairer quelque chose? On doit profiter de l'expérience de Madame Rodriguez. Le temps restant. Bon, en fin de compte, s'il n'y a pas de questions, est-ce que finalement, vous auriez des conseils à donner aux étudiants? Juste un petit conseil. Je sais que vous n'avez pas cessé de nous donner des conseils lors de cette séance. Juste un dernier conseil peut-être, hein, afin de clôturer oui, cette séance très intéressante. C'est vraiment d'être dans la simplicité et de se faire confiance, parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. I discovered Grammarly during my final semester of college, but I really wish that I found out about it. Voilà, c'est tout simplement, excusez-moi, c'est la vidéo qui s'est lancée, c'est tout simplement d'être dans la simplicité et de sortir de cette peur-là, avec les mots qui font peur, là, problématique, question, etc. On a une pratique, on s'étonne. Je peux vous envoyer des... en fait, si vous regardez dans le diaporama, j'ai mis les séries de... C'est des idées de problématiques, hein, en fait, hein, ça. Hein. Ce que j'ai mis ici, c'est des idées de problématiques. Quand je dis ce qu'on peut observer, c'est des idées de problématiques, ça. Alors, vous voyez, la problématique, elle peut se formuler sur les exemples, les digressions de l'enseignante, le cas du cours d'initiation à la langue française dans telle école du Liban, dans telle université du Liban. Si vous voulez, si ça vous rassure, je peux faire une séance pour ça. Ah, c'est bien gentil. Je peux faire un petit atelier où on prend, parce que je vois que la formulation, elle vous tracasse, un petit atelier où on prend ces idées-là et on les transforme en formulation problématique. Parce que la formulation de votre problématique, c'est en fait le titre de votre mémoire. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut en fait aux étudiants. Donc, si jamais vous pouvez le faire, ça sera avec grand plaisir. On va trouver un moment. Je suis assez prise, mais bon. Oui, voilà. Et dans combien de temps, sinon, qu'il faudrait moi, je peux, par contre, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je ne suis pas prise. Ah, d'accord. Donc, donc, on va discuter peut-être ensemble plus tard et on va fixer justement une date. Oui, je suis libre toute la semaine prochaine, mais pas... alors, pas le... Voilà, on va discuter, oui, mais je suis libre toute la semaine prochaine, oui. Ah bah c'est super. Merci de votre gentillesse, de votre générosité et de votre temps également, vraiment. Vous êtes adorable, hein, Madame Rodriguez. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, chers étudiants, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien avant de clôturer, s'il vous plaît, la séance? Non, apparemment non, tout est clair. Donc, merci beaucoup.
Madame Eva, franchement, pour tout. Et merci pour votre visite virtuelle au Liban, hein. C'est vrai, on souhaite la prochaine fois vous recevoir, vous accueillir en chair et en os à Beyrouth, hein. Apparemment, c'est un projet, donc on espère, hein, qu'il se réalisera un jour, hein. Voilà, et comme ça, on fera, D'accord. les Écoutez, étudiants merci feront beaucoup. votre connaissance. En attendant, on a toujours cette méthode-là. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres séances, d'autres interventions. Finalement, je pense que ça intéresse beaucoup les étudiants afin de programmer un petit atelier sur la formulation de la problématique. Voilà, c'est ça. C'est très gentil de votre part en tout cas. Ok, merci beaucoup, Claudia. Au revoir. C'est nous qui vous remercions. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, chères étudiantes, chers étudiants. Merci, chers professeurs. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.